Les iPhone 16 et 16 Pro sont sortis et à moins que votre smartphone actuel soit en fin de vie et que vous ayez prévu d'en changer maintenant quoi qu'il arrive, eh bien vous allez voir qu'il y a peu de nouveautés qui valent vraiment le coup sur ces nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, du moins pour le moment. On a des changements, mais ces iPhone 16 sont tout simplement incomplets. Il leur manque leur principale nouveauté qui va radicalement changer la façon dont on utilise son iPhone, Apple Intelligence. Ces iPhone 16 et 16 Pro sont pourtant avant tout conçus pour ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est Tim Cook. About a new generation of iPhone, built from the ground up to deliver Apple Intelligence and its breakthrough capabilities. Apple est clairement à la bourre. Les incertitudes qui pèsent sur la disponibilité d'Apple Intelligence, notamment en Europe, enlèvent beaucoup d'intérêt à ces nouveaux iPhone 16, et le peu de nouveautés que l'on a pour le moment, on va se le dire franchement, donne pas hyper envie. Pas de changement radical de design cette année, mais on a quand même quelques petits ajouts. Les nouvelles couleurs des iPhone 16 sont très sympas, le module photo passe à la verticale, le bouton action, d'habitude réservé au modèle Pro, arrive aussi sur l'iPhone 16, donc tous les nouveaux modèles l'ont, et on peut programmer absolument n'importe quelle action dessus, c'est pratique. Cette année, on a également un second bouton sur l'autre tranche. Lui, il est dédié à l'appareil photo et on en reparlera un petit peu plus tard en détail parce qu'il est important. Pour les iPhone 16 et 16 Plus, pas de changement de taille d'écran, on est toujours à 6,1 et 6,7 pouces et toujours pas de auto de rafraîchissement. On est encore une année de plus limité à 60 Hz sur les iPhone 16 et c'est plus que jamais ridicule en 2024, surtout pour le prix auquel les smartphones sont vendus. Si vous êtes habitué à un auto de rafraîchissement sur votre écran d'ordinateur par exemple, je vous assure que ça va vous faire bizarre. Tous les ans, on se dit que ça va être la dernière année avant le changement et là Apple se fout clairement de notre gueule à pas faire évoluer cet écran. Il y a donc une belle différence de fluidité avec des smartphones capables d'afficher 120 images par seconde. Chez Apple, ça reste donc une exclusivité au modèle Pro. Sur ces 16 Pro et 16 Pro Max justement, eh bien la taille d'écran augmente. On passe à 6,3 et 6,9 pouces. Le Max est clairement trop gros pour moi, mais le 16 Pro, à première vue, j'aime beaucoup. Ça fait pas une grosse différence de poids ni de taille en main, tout en permettant de profiter de plus d'affichage à l'écran, donc impeccable. Apple a d'ailleurs réduit encore un petit peu plus les bordures. À voir sur le long terme, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça crée de faux positifs avec le tactile, notamment lorsqu'on joue avec les paumes de main appuyées contre ces bordures. Pas mal d'interrogations également sur le nouveau bouton de capture. C'est vrai qu'on peut se demander comment ça va se passer lorsqu'on utilise une coque de protection. Eh bien, par exemple, les coques d'Apple, elles, ont cette petite surface recouverte de verre pour permettre d'utiliser correctement les fonctionnalités capacitives de ce bouton. Sinon, d'autres vont simplement avoir un découpage à cet emplacement pour que l'on puisse profiter des différents niveaux de pression et des glissements sur le bouton de contrôle de la caméra. C'est le cas des protections de Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo. Après une décennie d'expérience, Rhino Shield propose des modèles qui protègent efficacement votre iPhone tout en restant confortable en main. Les protections sont parfaitement ajustées comme le modèle Solid Suit que j'ai ici. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas, maintenant disponible en couleur. Et enfin la mode NX et son verso interchangeable et donc personnalisable selon vos envies du moment. Vous pouvez choisir un modèle MagSafe si vous en avez besoin. Les designs exclusifs comme la collection One Piece, NASA, Star Wars, Alpine, Van Gogh Museum et beaucoup d'autres peuvent vous intéresser aussi. Tous sont conçus pour être résistants, esthétiques et éco-responsables, puisque vous retrouvez notamment un modèle entièrement recyclé à partir d'autres protections. Rhino Shield, ce sont aussi des accessoires pour tout l'écosystème Apple, et leur nouvelle protection d'écran 3D Impact Pro protégera encore mieux votre iPhone des chocs et des rayures. Le glissement des doigts dessus reste agréable, toutes les protections sont anti-lumière bleue et certaines seront plus tard disponibles en version mat et anti-espion pour que l'on ne voit pas l'écran de votre iPhone. Profitez de 40% de réduction en ce moment pour l'achat d'un combo coque plus protection d'écran et je vous rajoute également le code Steven24 qui vous enlève encore 10% sur votre commande globale, donc profitez-en. Le nouveau bouton de capture qu'Apple a ajouté sur tous les iPhone 16 et 16 Pro, il est surtout conçu pour la future intégration d'Apple Intelligence qui va permettre, en appuyant sur ce bouton, d'identifier ce que l'on a face à nous. C'est globalement un équivalent de l'intégration de Google Lens que l'on connaît sur Android. Sympa, hein ? Eh ben c'est pas disponible, et aucune information de quand est-ce que ce sera le cas. Du coup il nous reste la seconde utilité de ce bouton de capture, contrôler l'appareil photo avec. Le fonctionnement est tout simple, un appui dessus ouvre automatiquement l'appareil photo, on réappuie pour prendre une photo, et si on reste longuement appuyé dessus, ça démarre l'enregistrement d'une vidéo.
Le bouton tombe pile sous l'index, donc pour de la photo comme ça en mode paysage, c'est parfait. Par contre, si vous utilisez votre iPhone en vertical, là, à ce moment-là, il faut le tenir de façon un petit peu bizarre, c'est pas très stable pour que notre pouce tombe dessus. Moi, je l'utiliserai pas comme ça, et encore plus si vous utilisez un grand modèle d'iPhone. Là, vraiment, ça devient risqué. Je trouve pas ça franchement adapté. Appareil photo ouvert, si cette fois-ci on n'appuie pas sur le bouton mais que l'on glisse dessus, soit vers la droite, soit vers la gauche, vous voyez que l'on fait soit des zooms avant ou des zooms arrière, suivant la force que l'on met dans notre glissement. Donc ça peut être plus pratique que la méthode classique où l'on pinçait l'écran avec 2 doigts, on était obligé de lâcher l'iPhone d'une main pour faire ça. Là, avec cette nouvelle méthode, on reste bien stable, les 2 mains sur l'iPhone. Sur ce nouveau bouton, on a également un accès rapide à pas mal de réglages de l'appareil photo, notamment les filtres, les modes de focus, on va aussi retrouver la profondeur de champ ou encore le correcteur d'exposition ici. Donc là pour le coup je suis un petit peu moins convaincu qu'aller le chercher au fin fond de ce menu soit plus pratique que l'ancienne méthode qui consistait à appuyer pour faire le focus et ensuite descendre ou monter ce petit curseur ici. Donc toutes ces nouveautés sont pas toutes ultra pratiques, plus simples que les anciennes, mais voilà en tout cas comment ça fonctionne. Vous avez accès au réglage rapide de l'appareil photo, certains paramètres et différents niveaux de zoom en fonction de ce que vous choisissez. C'est bien intégré, mais finalement vu qu'on est obligé de tenir le smartphone à 2 mains pour s'en servir, est-ce que c'est plus pratique que d'utiliser les contrôles que l'on avait l'habitude d'utiliser à l'écran ? Je suis pas certain de ça. Quand on fait de la photo ou que l'on filme verticalement, les boutons pour changer de focale tombent naturellement sous le pouce, alors que ce nouveau bouton de capture, pour l'atteindre, il faut faire un petit peu de gymnastique, en appuyant dessus, ça bouge l'iPhone, on n'est plus du tout stable, et voilà, faire des glissements comme ça avec le pouce, c'est pas du tout ergonomique, je trouve, il est pas franchement pensé pour ça. Donc je veux bien voir d'ici quelques semaines, mais là, pour l'instant, à chaud, je suis pas hyper convaincu par l'utilité de ce nouveau bouton pour accéder aux fonctionnalités photo, sauf une. En appuyant un petit coup dessus, on accède à tous les filtres photos et on peut très facilement et rapidement voir le potentiel rendu de notre photo avec ce filtre appliqué et c'est plus simple que l'ancienne méthode où il fallait aller les chercher dans les réglages de l'appareil. Ces filtres, ça fait déjà quelques années qu'ils existent, mais là Apple en a ajouté des nouveaux et ils sont aussi encore plus personnalisables. Donc si vous les utilisiez déjà ou que vous pensez en avoir l'utilité, bah oui c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir y accéder rapidement avec ce nouveau bouton de capture. Par contre, je suis pas certain que ça concerne grand monde. La plupart des gens, et moi y compris, on fait notre photo rapidement et ensuite, plus tard, si on veut faire des petits réglages dessus, on le fait à tête reposée, mais pas vraiment sur l'instant. Donc ajout plutôt sympa, vraiment conçu pour Apple Intelligence comme je vous le disais. Pour la photo, ce sera moins utile je pense. Puisqu'on parle de la photo, eh ben restons-y. Sur l'iPhone 16, le module principal par exemple n'évolue pas. On ouvre toujours à un équivalent f1.6 sur capteur de 48 millions de pixels, mais par contre l'ultra grand angle lui est amélioré. On a une plus grande ouverture pour de meilleures photos en basse lumière, et Apple y a également ajouté un autofocus. Ça permet donc de faire le point très proche du sujet et d'activer le mode macro qui n'était jusqu'à présent réservé qu'au modèle Pro. Super que ce soit arrivé sur l'iPhone 16, il y a de quoi bien s'amuser avec ce mode macro. Sur les iPhone 16 Pro, Apple a également fait des changements pour notamment permettre d'enchaîner bien plus rapidement les photos au format ProRAW. Regardez la différence par rapport à l'iPhone 15 Pro, donc ça va être vraiment intéressant pour capturer des sujets en mouvement dans la meilleure qualité d'image possible. Ensuite, comme sur les iPhone 16, les 16 Pro voient leur ultra grand angle amélioré lui aussi, mais là encore plus, puisqu'il passe de 12 à 48 millions de pixels. Il faudra faire beaucoup de photos de test dans différentes conditions. 2 jours par exemple, je doute pas qu'on obtienne des résultats très satisfaisants. Par contre, en basse lumière, autant de mégapixels sur un capteur de cette taille, moi, je suis pas convaincu sur le papier. À voir, mais pas sûr que ce soit une grosse évolution par rapport à ce que l'on avait sur l'iPhone 15 Pro, alors que justement une amélioration de cet ultra grand angle était très attendue. Surtout quand on voit ce que Google arrive à faire avec les siens. Enfin, le téléobjectif évolue également sur l'iPhone 16 Pro pour être exactement le même que sur le 16 Pro Max. C'est un équivalent 120 mm sur les 2 modèles, donc terminé la différence de zoom que l'on avait les années précédentes avec le Max qui profitait d'un rapport x5 contre x3 sur le Pro classique. Si vous attendiez ça pour ne pas être obligé de forcément acheter l'iPhone le plus gros, le plus encombrant et aussi le plus cher, eh bien vous serez très content de l'avoir sur l'iPhone 16 Pro et ne pas être obligé de passer sur un 16 Pro Max uniquement pour ça. Par contre, je vous avais bien expliqué l'année dernière que c'est pas forcément une bonne chose. Ça dépend des situations.
parfois le 120 mm n'est pas plus adapté, et ça surtout en vidéo où c'est souvent très serré comme focale. En vidéo d'ailleurs, grosse amélioration sur les iPhone 16 Pro puisqu'ils sont capables de filmer jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Malheureusement, ce n'est disponible que sur le grand angle, mais ça permet de faire de beaux ralentis, encore plus si vous l'utilisez en extérieur avec une bonne lumière. Pour tout ce qui est autonomie, impossible de vous dire ça sérieusement en aussi peu de temps, je vous en reparlerai bien en détail lorsque je sortirai mes grosses vidéos de test sur l'un et l'autre, puisque je veux notamment voir si le problème de surchauffe que certains ont rencontré sur l'iPhone 15 Pro a été corrigé sur le 16 Pro. Moi, j'ai les deux, 15 Pro, 16 Pro, donc je pourrais vraiment tester ça et vous dire s'il y a eu une amélioration ou pas. Comptez sur moi pour vérifier ça, parce que c'était un des gros reproches que l'on avait pu faire à l'iPhone 15 Pro. Voilà donc ce qui change sur les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro. Des petites modifications un peu partout, et celles qui sont plus importantes sont pas si utiles que ça à première vue, j'ai l'impression. En fait, Apple a surtout ajouté beaucoup plus de puissance dans ses nouveaux iPhones avec la puce A18 dans l'iPhone 16 et la A18 Pro dans le 16 Pro. Pour le coup, ça fait une vraie différence de puissance par rapport au modèle des années précédentes, tout simplement pour que ces iPhone 16 et 16 Pro puissent profiter au mieux d'Apple Intelligence, qu'Apple a la volonté de faire tourner le plus possible en local sur les iPhones pour respecter au mieux la confidentialité de nos données. Apple Intelligence tel qu'Apple l'a pensé, franchement, ça a l'air incroyable, ça va radicalement changer la façon dont on a l'habitude d'utiliser notre iPhone, sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas prêt d'en profiter. Comme Apple Intelligence propose notamment d'enregistrer nos conversations téléphoniques et d'ensuite nous en proposer un résumé généré par IA, ou encore d'accéder à tout le contenu de notre iPhone pour en traiter intelligemment les données à travers des résumés par exemple, tout ça n'est pas franchement conforme avec notre réglementation européenne malheureusement. Du coup, Apple n'a pas du tout voulu prendre de risque de se retrouver avec des fonctionnalités qui se font bloquer ou d'entrer dans de longues procédures avec le régulateur, et du coup, ils ont choisi de ne pas du tout proposer Apple Intelligence dans l'Union européenne pour le moment. Pour rappel, Apple Intelligence, c'est excellent sur le papier. C'est de la reformulation de texte notamment, pour envoyer quelque chose de plus formel dans une conversation de travail par exemple. C'est, au lieu d'envoyer un emoji classique, la possibilité de créer soi-même ses propres emojis, en demandant par exemple une grenouille cow-boy. Les possibilités sont infinies à la création, c'est super. Apple Intelligence, c'est aussi un Siri plus intelligent, qui comprend et se souvient du contexte de nos précédentes conversations. C'est l'intégration gratuite de la version la plus évoluée de ChatGPT pour les requêtes complexes. La possibilité aussi de rechercher quelque chose de très précis dans nos photos en décrivant la couleur d'un vêtement que l'on portait à un certain moment. C'est aussi dans nos notifications le remplacement des premières lignes du message par un résumé du contenu de cette notification pour en avoir directement l'essentiel d'un simple coup d'œil. Ou encore la priorisation d'un message en haut de liste s'il contient une information urgente. Ça a l'air sympa, hein ? Ouais, sauf que rien de tout ça pour nous en Union Européenne avant au moins 2025, puisqu'Apple a annoncé que des langues supplémentaires, dont le français, seront supportées qu'à partir de ce moment-là. Quand Apple va donc déployer au compte-gouttes Apple Intelligence, là, dans les mois qui arrivent avec des mises à jour logicielles d'iOS 18, ce sera donc uniquement en langue anglaise et bloqué dans l'Union Européenne. D'ici à ce que tout ce qu'Apple a promis comme fonctionnalité soit réellement déployé, que ce soit utilisable en français et surtout qu'on puisse s'en servir chez nous en Union Européenne, il va se passer du temps. Et si on vise sur 2025, comme l'a annoncé Apple, à mon avis, ce sera pas pour les premiers mois de l'année, donc plus les mois vont passer, on va finalement se rapprocher de la sortie de l'iPhone 17. Pour ne rien regretter, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que là, si vous devez coûte que coûte changer de smartphone et que vous voulez un iPhone, oui, prenez un iPhone 16. De toute façon, il dure tellement d'années que ce serait trop bête de prendre un ancien modèle et d'ensuite regretter de ne pas pouvoir profiter d'Apple Intelligence lorsqu'on l'aura. Un iPhone, ça se garde bien 5 ans, donc passez pas à côté de ça. Apple Intelligence ne fonctionnera sur aucun des anciens iPhones, à part le 15 Pro. Même pas le 15, donc vraiment, n'en achetez pas un que vous regretterez. Je vous affiche mes conseils si vous avez besoin de changer de smartphone. Et quitte à en changer, oui, autant prendre un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro. Mais si par contre votre changement de smartphone n'est pas urgent, je pense vraiment que ça vaut le coup d'attendre. C'est fort possible que l'iPhone 17 ne soit plus très loin de sortir au moment où l'on pourra profiter à 100% d'Apple Intelligence sur ces deux-là.
Donc moi ce que je vous conseille, c'est ne vous précipitez pas sur les nouveaux iPhone 16, et si au cours de l'année on s'aperçoit qu'on a de bonnes nouvelles et que vous souhaitez y passer, vous aurez très certainement la possibilité de trouver ces iPhone 16 et 16 Pro moins chers qu'aujourd'hui au lancement. Je vous laisse des liens dans la description de la vidéo si vous voulez vérifier les prix, et en attendant mes vidéos de test complets, je vous invite à aller découvrir plein d'astuces sur iOS que vous ne connaissez probablement pas. Salut!